Le Zoom Info sur Europe 1, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, depuis une semaine, ces deux-là s'affrontent sur tous les sujets par médias interposés. Je vous donne un exemple, la peine de mort. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, pour sa première prise de parole dans la peau d'un candidat potentiel, au micro de Jean-Jacques Bourdin, voilà ce que disait Éric Zemmour. Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable à la peine de mort donc. Philosophiquement, oui. Voilà. Or, samedi, qu'a annoncé le chef de l'État, Emmanuel Macron, qu'il voulait profiter de la présidence française de l'Union pour relancer le combat pour l'abolition universelle de la peine capitale. Tiens, autre exemple, jeudi dernier, au sommet Afrique-France à Montpellier, Emmanuel Macron. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité. Voilà, et dans les 2 heures qui suivent, réponse d'Éric Zemmour. C'est tout l'enjeu, je pense, de la présidentielle. Est-ce qu'on veut que la France soit dissoute dans l'Europe et dans l'Afrique? Et là, c'est Emmanuel Macron qui porte ce projet-là. Soit on veut que la France reste française. Moi, je pense que nous devons combattre pour que la France reste française et pour que la France reste ce qu'elle est et telle que nous l'avons connue. Voilà, en tout point, vous l'avez compris, ces deux-là, Emmanuel Macron et Éric Zemmour, s'opposent. Se sont-ils mutuellement choisis? Et si c'était le duel de la présidentielle? Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour. Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Je suis en fin de parcours, là, j'ai du mal à articuler. Et Bruno Jeudi est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Dimitri. Rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Bruno, l'homme de la mondialisation heureuse contre l'homme de la France française, qui refuse sa dissolution dans l'Europe et dans l'Afrique. Ça, il l'avait dit sur le plateau de Punchline, Éric Zemmour, chez Laurence Ferrari la semaine dernière. Beau match quand même, mais vraiment les antagonismes. Oui, sans doute. Je suis pas sûr que Emmanuel Macron ce soit forcément le match qu'il cherche à tout prix. Je pense qu'il a décidé de ne plus ignorer Éric Zemmour, ce qu'il faisait pendant tout le début là de cette rentrée. Mais je ne l'entends pas répondre à Anne Hidalgo proposant de relancer le débat sur la réduction du temps de travail. À la mi-septembre, quand elle s'est lancée, ses lieutenants se sont bien chargés de régler son compte parce qu'elle est beaucoup plus basse dans les sondages, mais ils l'ont quand même tout de suite scotché, notamment sur ses premières propositions qui ont fait pchit. On pense notamment doublement du salaire des profs. Je pense que Emmanuel Macron surveille le débat politique de près. Il a vu évidemment l'embellie de la cote d'Éric Zemmour, voire l'emballement, et donc du coup il a décidé de ne pas l'ignorer, de lui répondre sur des points précis. Aussi parfois, il a demandé à ses ministres, notamment au Conseil des ministres, de ne pas se lancer dans des polémiques inutiles ou de pas répondre. C'était quand même sa volonté au début sur l'affaire des prénoms, où là, il avait quand même passé une consigne là-dessus. Donc on voit, mais maintenant, il a décidé, sans le citer, de le surveiller, de le cadrer. Et au fond, il imagine peut-être que Éric Zemmour peut monter jusqu'au 2e tour. Je crois que Emmanuel Macron, il voit bien que pour l'instant, le peloton qui est à ses trousses est quand même encore assez compact. Et il n'y en a pas vraiment un qui se détache plus que les autres. Bon, pour Bruno, donc Emmanuel Macron n'ignore plus Éric Zemmour. Est-ce que c'est seulement cela ou est-ce que c'est davantage, Charlotte Dornelas, selon vous? Je pense que c'est ce qui est intéressant quand on dit il répond pas à Anne Hidalgo, mais Anne Hidalgo pour l'instant elle j'ai cité Anne Hidalgo, mais Anne Hidalgo ou d'autres, mais ils exposent des mesures très précises, les fameuses propositions sur des sujets extrêmement peu précis qui relèvent quasiment du détail. Quand l'affrontement entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour se fait sur carrément le projet d'une société tout entière dans l'avenir. Et effectivement, les 2 sujets. Alors peut-être que c'est pas tellement Éric Zemmour, mais la ligne qu'incarne Éric Zemmour entre les LR et le Rassemblement national. C'est d'ailleurs le problème qu'il pose aux 2, c'est que sa ligne est extrêmement claire. Et sur les 2 sujets, en l'occurrence, sur lesquels Emmanuel Macron est très positionné, c'est à la fois effectivement l'Europe. Emmanuel Macron ne parle que de souveraineté européenne, quand dans la bouche d'Éric Zemmour, on a fini par comprendre que pour lui, la coopération entre les nations l'Europe devait redevenir une coopération entre les nations. C'est la première chose, la question de la souveraineté. Et ensuite, sur le terrain culturel, Emmanuel Macron, on a l'impression aujourd'hui qu'il répond à Éric Zemmour, mais souvenez-vous, dans son discours contre le séparatisme, il avait dit à la fin, il faut que les Français s'habituent et découvrent que plusieurs civilisations vivent sur leur sol. Personne n'avait noté cette phrase qui était quand même finalement une manière d'acter la présence du multiculturalisme, clairement comme projet de société. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour l'un et l'autre quand on pense à l'avenir du pays que effectivement de discuter 6 mois avant l'élection présidentielle de telle ou telle mesure dans le détail. Oui, non, mais
C'est vrai que ces deux-là, on n'en porte pas les mêmes projets, qu'on pourrait même qualifier de civilisationnels. Il y a un autre exemple que nous procure l'actualité, je ne l'ai pas donné, mais parlons-en maintenant, c'est la Pologne, justement, qui conteste la primauté du droit européen et décrète la primauté de son droit national. Les deux là, encore, Emmanuel Macron et Éric Zemmour se sont positionnés immédiatement, Éric Zemmour soutenant la démarche polonaise, quand Emmanuel Macron, lui, la condamne, Bruno Jeudi. Oui, bien sûr. Alors là, on est sur le clivage européen, que Emmanuel Macron retrouve un clivage qui lui convient parfaitement. Il l'avait bien expérimenté, ça lui avait réussi face à Marine Le Pen en 2017. C'était déjà aussi de ce clivage-là. On imagine d'ailleurs que Marine Le Pen et Éric Zemmour seront assez proches sur cette question. Donc c'est un clivage qui l'arrange, que ce soit Zemmour ou Le Pen, au fond. Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est aussi le moyen. Et là, j'ai quand même une différence avec Charlotte, c'est que je crois qu'Emmanuel Macron en profitera lui pour développer un clivage, et il se fera pas enfermer dans le côté mondialisation heureuse. C'est pas, il fera pas cette erreur. Il sera plutôt sur la France, une France conquérante à l'intérieur d'un espace européen, ce qui lui permettra de cliver face à une France face au déclinisme que, au fond, décrit Éric Zemmour. C'est ça qu'à mon avis Emmanuel Macron peut dessiner dans un duel qui s'orienterait face à Éric Zemmour. Mais encore une fois, moi je trouve qu'on aurait tort de s'emballer sur un Éric Zemmour qui tout à coup, parce qu'il y aurait eu un sondage qui l'aurait mis devant, moi je suis très sceptique sur même sur même une présidentielle qui se décanterait dès le mois d'octobre. Hein. Livret européen, Éric Zemmour serait sur le point donc de créer un parti avec cette logique. Bruno Jeudi, non Charlotte, je vais donner la parole à Charlotte parce que vous avez parlé juste avant. Désolé, non, parité, c'est important. Cette idée donc pour Éric Zemmour de constituer un noyau autour de 3 pôles. Un tiers viendrait du Rassemblement national, un tiers des Républicains, évidemment qu'avec une forte base d'élus, un tiers donc de la droite dite hors les murs. Ça pèse combien cet ensemble-là au-delà de la personnalité d'Éric Zemmour qui est testé aujourd'hui à 16-17% si je ne m'abuse dans l'opinion publique. Ce qui est sûr, c'est que la personnalité d'Éric Zemmour, elle est étonnante dans le champ politique, elle est étonnante forcément pour les électeurs. Je pense que la ligne qu'il incarne, et à mon avis c'est ça l'histoire de l'emballement dans les sondages, la ligne est beaucoup plus forte même que le personnage aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il rassemble des gens qui se disaient orphelins dans un parti comme dans l'autre. On a vu le meilleur exemple, je pense que c'est Nicolas Sarkozy en 2007, il prend 10 points au Front National à l'époque, en parlant notamment des sujets d'identité. Et est-ce que, en fait, la fracture est beaucoup plus forte à mon avis, dans la population française que même dans les sondages ou dans les résultats des élections, sur cette question centrale de est-ce qu'il s'agit, en réalité, quand on entend Emmanuel Macron dire le parti de la haine de l'autre, le parti d'en face répond c'est pas tant une question de haine de l'autre que de refus de la haine de soi. Et elle est là, la fracture. Et là, à mon avis, ça représente énormément de gens. On le voit à travers les sondages. C'est tous les gens qui sont concernés par le fait d'avoir l'impression que leur pays disparaît sous leurs yeux, de plus être en France chez eux, d'avoir une disparition culturelle du bain culturel dans lequel ils étaient et qu'on leur avait transmis. Et ça rassemble énormément de gens. Donc beaucoup plus, évidemment, que n'importe quelle incarnation partisane. Oui, c'est difficile à chiffrer puisque, en fait, on a tendance à voir un peu la droite comme une espèce de famille avec simplement des petites nuances. Or, on sait, les enquêtes d'opinion le montrent très bien, parce que sur certains sujets, je pense à l'immigration, je pense à l'Europe, vous allez du centre droit jusqu'au Rassemblement national, vous avez des avis radicalement opposés. Le centre droit est pro-européen et sur l'immigration très ouvert. Quant au Rassemblement national, on pense exactement l'inverse. On a presque un clivage droite-gauche au sein même de la droite. Bruno Jeudi, en face, on a Emmanuel Macron. Ce qui est assez frappant, c'est ce socle électoral d'une stabilité étonnante, 20-25%, et ça ne bouge pas depuis 2017. Hein. Mais alors, qui sont les électeurs d'Emmanuel Macron ? Oui, c'est vrai que ça bouge pas. C'est assez spectaculaire de voir le président finalement scotché à 24%, qui est son score, rappelons-le, du premier tour de 2017. Ça ne monte plus, mais ça ne baisse jamais non plus. Ça ne monte plus, ça ne baisse jamais. Deux quand même observations. Un, quand on mesure les bonnes opinions d'Emmanuel Macron dans les sondages dits de ce qui concerne son action, le tableau de bord IFOP Paris Match le fait tous les mois, on s'aperçoit que il est beaucoup plus haut. Les bonnes opinions sont plutôt autour de 40%. Ça veut dire qu'il ne parvient pas à convertir autant de bonnes opinions, ce qui est très rare pour un président de la République. C'était 10 points de moins pour Nicolas Sarkozy, 25 points de moins pour François
François Hollande, il ne les convertit en termes d'intention de vote dans les sondages qu'à 24%. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe dans sa personnalité. Oui, mais on est quand même relativement points, content de lui, mais on ne votera pas pour lui. C'est 16 points qui séparent C'est ses électeurs. C'est ce marais de centre-droit, de droite, qui peut valider une partie de l'action d'Emmanuel Macron, mais ne voterait pas pour lui au premier tour de la présidentielle. Aujourd'hui, peut-être qu'ils voteront pour lui, peut-être qu'ils ne voteront pas pour lui. En gros, ça correspond à ces électeurs... les orphelins de la droite. Les orphelins de la droite, de LR, de l'UDI, d'un certain nombre de gens. Et ça, c'est quand même un élément important. La deuxième chose, c'est que on voit bien que Emmanuel Macron, malgré tous ses efforts pour essayer d'être sur les terrains régaliens, sécurité, même immigration, il a essayé à plusieurs reprises de venir sur ce terrain-là, mais on voit que ça ne percole pas avec cet électorat qui n'y croit pas trop au fond. Depuis le début du mandat, il entend sans arrêt des discours sur on va faire, vous allez voir, tel ou tel projet de loi, réforme, mais au fond, il se passe pas grand-chose. Ça ne change pas véritablement. Du coup, il y a quand même une part de déception, et c'est là où, à mon avis, ce que fait Édouard Philippe peut-être aider Emmanuel Macron. On voit bien qu'Édouard Philippe ouvre... alors lui, il fait quelque chose de totalement vintage et à rebours de tout ce qu'on dit aujourd'hui. Il crée un parti, vraiment un parti à l'ancienne. Éric Zemmour s'apprêterait à faire la même chose. Enfin, Éric Zemmour, il n'en est pas au point d'Édouard Philippe, qui lui a vraiment déjà la structure, le nom, Horizon, lancé samedi, qui pour le coup élargit, s'appuie sur les maires qui ont été malmenés par Emmanuel Macron tout au long de ce mandat, et peut-être que ça peut permettre à Emmanuel Macron soit effectivement d'élargir son offre politique, soit ça ne sera pas suffisant pour élargir cette offre politique. En tous les cas, on voit bien que c'est l'objectif d'Édouard Philippe, qui, j'allais dire, grignote la droite par l'autre bout, quand Éric Zemmour essaie de la grignoter par l'autre. Alors, Charlotte Dornelas, j'avais pas pensé à Édouard Philippe à le mettre dans l'équation, mais sans doute jouera-t-il un rôle important. Alors, à la lumière de ce que vient de dire Bruno Jeudi, moi j'ai une théorie. C'est 16% qui ont des sympathies pour Emmanuel Macron, mais qui n'iraient pas jusqu'à voter pour lui. Moi, je pense que ce sont plutôt des gens marqués à droite et qui, potentiellement, pourraient être tentés par un vote Zemmour, en se disant, certes, économiquement, sur tous ces thèmes-là, on va y perdre, mais la situation du pays implique peut-être un effort important sur les sujets que sont l'identité, l'immigration, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une question de primauté chronologique, on va dire, dans les décisions politiques. Il y a effectivement beaucoup de gens qui sont tentés. La droite, on va dire, géographiquement dans l'hémicycle, depuis très longtemps, il y avait beaucoup de gens. C'est intéressant ce que vous disiez, il y a une fracture gauche-droite au sein de la droite. C'est évident que ça fait des années que cette fracture-là, notamment au sein des LR, nous éclate au visage. Donc il y a des gens qui étaient positionnés à droite, mais qui culturellement se préoccupaient très peu des questions de droite. Et depuis l'après-guerre, la droite s'est consolidée, la droite parlementaire s'est consolidée en permanence sur une opposition économique, quand tout leur électorat, en tout cas une immense partie de leur électorat était extrêmement préoccupé sur le terrain culturel. Mais là où ça va être, à mon avis, un peu plus compliqué que simplement Emmanuel Macron d'un côté qui veut absolument une intégration plus forte dans l'Union européenne, et de l'autre côté la ligne Zemmour est plus ou moins à droite, un positionnement par rapport à cette ligne-là, c'est que sur ce qui s'est passé en Pologne, on a des Polonais qui disent il y a certains points du droit européen aujourd'hui imposé que nous allons contester, et la primauté du droit polonais primera. Alors comme on a l'habitude de voir les pays de l'Est s'opposer en permanence à l'Union européenne, on dit ok, la Pologne a presque envie de quitter l'Union européenne. Ils veulent l'argent mais pas les règles. Oui, non mais oui, enfin pardon, non, mais dans tous les candidats aujourd'hui déclarés à la présidentielle, il y a une immense majorité qui veut faire primer le droit national sur le droit européen sur certains points. Donc ce qui se passe en Pologne, c'est peut-être ce qui se passera demain jusqu'à Emmanuel Macron lui-même, parce que quand l'Union européenne nous dit on va passer aux 35 heures dans l'armée, il se précipite pas pour le faire. Donc il y a bien des décisions, même sur le droit de l'Union européenne, qu'on va contester, ou en tout cas auxquelles on va pas faire attention, jusque chez Emmanuel Macron. Ouais. C'est beaucoup plus l'Union européenne qui est en danger sur ce terrain-là que Éric Zemmour, qui est plutôt dans le sens de l'histoire, pour reprendre quelque chose en nous de Varsovie, peut-être. Voilà. Bruno Jeudi, Charlotte Dornelas, on a un peu dérivé sur notre cœur de débat, mais c'était très intéressant. Merci à tous les deux. Bonne journée. Je me tourne